Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce métal, le fer, que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, tous les jours, depuis la nuit des temps. Mais au final, qui recèle en lui des choses soit inconnues, soit étranges, en tout cas que personne n'a encore réussi à expliquer. Des secrets, encore des secrets. Il y en a partout. Et bien sûr, avec ce métal, je vous ferai rentrer encore une fois dans le monde de l'ésotérisme, et en particulier l'univers alchimique, là où des trésors immenses se cachent et permettent d'expliquer et de comprendre beaucoup de choses. Commençons donc avec ce matériau miraculeux, le fer. Alors commençons par ses origines, et là nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Les premiers objets découverts avec du fer datent de plus de 4000 ans, comme le plus célèbre d'entre eux, la dague de Toutankhamon, dans sa tombe. Et pourtant on est loin de l'âge du fer et on est à l'âge du bronze. Et de nombreux scientifiques nous confirment que, effectivement, à cette époque, le fer n'était pas extrait des mines, mais provenait de météorites. Ouais, c'était donc du fer extraterrestre, au sens littéral du terme. Et c'est pour cela que certaines civilisations, comme les précolombiennes, n'ont pas connu le fer du tout. Les météorites n'étaient pas tombées vers eux, donc ils ne connaissaient pas. Ils se développaient quand même, avant que les Européens ne viennent les conquérir, notamment par le fer. Donc partout, là où le fer était utilisé à cette époque, il provenait d'en haut donc, mais pas de notre planète. Et certains auteurs, comme Pierre Andremont, nous disent que la civilisation sumérienne utilisait le fer extraterrestre, et y portait le nom de Anbar, qui signifie feu céleste. Je vous ai mis le texte sur la vidéo. On verra plus tard que le fer et le feu sont très liés, mais patience, je vais y revenir. Bon, pour l'histoire des Sumériens, difficile de vérifier, mais bon, c'est ce qu'il nous dit, et c'est cela dans son livre Les énigmes de l'alchimie. En tout début de son œuvre, tout début des pages, un livre super où on apprend énormément de choses. Qu'on connaisse ou pas l'alchimie, je vous le conseille, c'est top. Donc le fer, au début de l'histoire humaine, provient du ciel, mais on sait aussi que le principal constituant du noyau de la Terre, c'est du fer à l'état liquide, en fusion. Donc du coup, ce qui est en bas, au noyau, est comme ce qui est en haut, en dehors de la Terre. Tiens donc, vous connaissez cette maxime alchimique qui provient de la célèbre table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, dont je parle dans beaucoup de mes vidéos. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le fer lié donc à l'alchimie, vous voyez, bon, bien sûr, ça paraît peut-être un petit peu rapide là, mais vous verrez, tout colle. Alors bien sûr, on en reparlera. D'ailleurs, cette phrase de la table d'émeraude, quand on l'écoute, quand on continue un petit peu, qu'est-ce qu'elle nous dit ensuite? Ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour faire les miracles d'une seule chose. Le fer est donc à l'origine d'un grand trésor, le miracle, alchimique. Oui, pas de doute. Vous allez voir, je vais vous le faire découvrir. Le fer au-delà de la terre et celui qui est dans le noyau sont à l'origine de merveilles. En fait, cela ressemble aussi à la gravité, celle qui est en haut, celle qui fait tourner la Terre autour du Soleil, et celle qui est en bas, qui fait tourner la Terre sur elle-même en attirant les objets en son centre, et tout cela à l'origine finalement de l'attraction terrestre. C'est la lettre G, dont j'ai fait une vidéo, le grand G, la constante gravitationnelle entre les planètes, et petit g, l'accélération de la pesanteur sur Terre. Comme le fer, à l'origine d'une autre force, la force magnétique, attraction-répulsion, mais qui protège aussi par son champ électromagnétique la Terre contre tous les parasites. Le fer
Ben, c'est un point commun finalement de tous ces champs électromagnétiques attractifs. Le G, ben, c'est bien la lettre qui suit le F du fer. F, G, pas de hasard. Et ce qui suit le fer à l'état brut lorsqu'il est travaillé, bien c'est le fer forgé. Il est forgé. Il est forgé. Merci, la langue des oiseaux. Mais bien sûr, tout cela n'est que coïncidence. Et le fort, c'est qui? Pas celui qui a des gros muscles, ou celui qui sait draguer les filles. Le fort, c'est tout simplement celui qui maîtrise les 4 éléments primordiaux. Les 4 éléments à l'origine de tout. Le mot nous le dit bien grâce à la langue des oiseaux. Fort, F-O-R-T. F du feu, O de l'eau, R de l'air, T de la terre. Et encore une fois, un point commun à tout cela, finalement, c'est le fer, qui a besoin du feu pour le former, de l'air pour attiser ce feu, de la terre, là où il vient, et de l'eau pour lui donner toute sa force, pour ce qu'on appelle la trempe. Continuons dans l'histoire. Après l'âge de pierre, l'âge de cuivre, où le fer était utilisé et provenait de météorites, comme j'ai dit, c'est la période donc de l'âge de fer précisément. Là où de nombreux objets étaient fabriqués à partir de minerais chauffés, travaillés, mais extraits de mines au départ. Et finalement, notre fabrication et notre transformation première n'a pas beaucoup changé depuis. Ce ne sont que les objets et leurs applications qui ont évolué. En gros, on passe de la dague de combat, alliant objets d'art et de combat, à la boîte de conserve, symbolisant capitalisme, malbouffe, argent, fou, le déclin de cette société de consommation, de notre civilisation actuelle. Bref, continuons. L'origine du mot peut nous poser aussi des questions, là aussi. Fer, du latin ferum, sans plus, a priori. Et en anglais, la traduction du mot fer, c'est iron, qui se rapproche fortement de iron, mais qui signifie énormément de choses. Pour ceux qui parlent un peu l'anglais, je le pratique quasiment tous les jours, ils le savent, to run, comment traduire? Ça désigne tout mouvement, courir, se sauver, fuir, mais aussi fonctionner, passer. I run, on pourrait donc traduire par j'y vais ou je fonctionne, ça marche. Et au passage, une anagramme, iron, I-R-O-N, en changeant un petit peu les lettres, c'est tout simplement le mot noir qui s'y cache. Quand on change un peu l'ordre des lettres, Le noir, là, où tout fonctionne, je vous laisse réfléchir un petit peu, mais on y reviendra là aussi, vous allez voir. Et en français, le faire, c'est un homonyme de faire, le verbe faire. Un peu comme en anglais finalement, faire, agir, fonctionner. Ça se rapproche, bizarre, non? Et le fer aujourd'hui, il est utilisé énormément dans l'industrie, surtout du transport. Train, voiture, bateau, communication, etc. C'est étrange parce que là on pourrait dire que le fer c'est plutôt symbole de mouvement, donc de communication, d'après ces significations-là et ces premières interprétations, que ce soit en français ou en anglais. Et pourtant le fer physiquement, c'est l'inverse. Fixe, dur, rigide. Symbole plutôt de non-mouvement, de prison. C'est pour cela qu'il est utilisé d'ailleurs. Les fers, c'est vraiment pour que ça bouge pas. Comme les clous en fer qui maintiennent fixe tout objet ou toute personne. Et pourtant, oui, faire, c'est plutôt aller de l'avant, bouger, etc. Le fer, c'est donc le symbole du mouvement, mais aussi du non-mouvement. De ce qui est en haut et de ce qui est en bas, comme on a vu, mais aussi donc du coup du volatile et du fixe. Fixer le volatile, le clouer au sol, comme le dit l'expression. C'est donc ce combat alchimique, représenté par le lion et les aigles, de la seconde phase du grand œuvre. Alors pourquoi utiliser le mot fer
F-E-R, pour désigner ce métal. Bon, personne ne sait. Vous allez voir, moi j'en ai trouvé des choses très 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 étranges. Personne ne sait, mais ce mot, quand même, il en cache encore des trésors. On n'en est qu'au début. Continuons sur ce beau chemin, cette belle route. On a dit tout à l'heure que le fer était lié au feu. Le feu céleste, d'après les Sumériens. Quand vous regardez le mot, fer et feu, c'est quand même très très proche, hein, ça se prononce quasiment pareil. Hein. Le fer et le feu sont donc bien liés symboliquement, matériellement, physiquement. On en verra encore d'autres exemples troublants. Mais même plus que ça, même la seule différence, c'est le R et le U. Mais le R et le U à la fin, c'est presque symétrique hein, en plus. Hein. À très peu de choses près, regardez R, U, bon, voilà. Continuons sur la forme. Alors, fer, c'est F, puis E, puis R. Bon, là, ok. F, pas de doute, c'est la forme d'une clé. Mais comme le F de la fin de ce mot clé, qui étrangement, une très rare exception dans tous les mots de la langue française, peut s'écrire avec ou sans un F à la fin. Les deux sont possibles, clé C-L-E ou C-L-E-F. Vous en connaissez d'autres mots comme ça qui peuvent s'écrire de deux façons différentes pour indiquer la même chose? Bon, non. Alors juste, bien sûr, pour nous dire là que la clé, finalement, c'est bien le F. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi on peut ou pas mettre un F? Bon, réfléchissez. Hein, pourquoi pas, si vous avez des idées, moi je suis preneur, je suis ouvert à tout. F, la clé donc. Hein. Ensuite, c'est le E et le R. Alors là, bon. Alors vous ne le verrez pas ailleurs que dans cette vidéo. Hein. Je vais vous mettre sur une piste. E, c'est la boucle, hein, d'accord? La boucle. Et R, c'est comme un petit dolmen. Cela ne vous rappelle rien? E, le nombre d'or. Phi, les courbes douces, Léonard de Vinci. Toute la nature est liée intimement à ce nombre d'or, ce nombre magique, Phi. Et R, c'est pi, les lignes droites, Pythagore, le cercle. Bon, on me dirait c'est un peu tiré par les cheveux, mais quand même, le fer, par son nom, symbolise donc la clé qui réunit les nombres magiques Phi et Pi, à l'origine des grandes pyramides. Par exemple, allez voir encore certaines de mes vidéos, le lien entre Pi, Phi et les pyramides sont exactement indiqués. Et puis souvenez-vous de la table d'Émeraude hein, tout à l'heure, hein, pour faire les miracles d'une seule chose. Comme le fer, donc qui est la base, donc ça colle. Et puis pour le feu, c'est la même chose. Hein, si on renverse un petit peu le U, hop, ça nous fait quasiment un R, ça fait pi, c'est pareil. Donc comme le fer, pareil. Donc le fer et le feu, même combat, même secret. D'ailleurs, une expression hein, qui dit hein, faire feu. Faire feu. Et qui signifie tout faire pour atteindre ses objectifs. On y est, hein, vous voyez. Hein. Les miracles d'une seule chose, faire feu, le fer et le feu. Et si alors le fer et le feu c'était la même chose, finalement? Ou deux états d'une même chose? Alors peut-être que finalement le fer, ce n'est peut-être pas plutôt le feu solide? Le feu solidifié par les cycles du temps? Le fer et le feu sont peut-être aussi une seule et même chose, issue d'un autre élément, peut-être encore inconnu. Bref, continuons, nous sommes sur la bonne piste. Alors on a vu tout à l'heure, le fer, c'est plutôt une sorte de prison, hein. On a les fers, on est lié, c'est donc ce feu lié au fer qui est à l'intérieur, l'enfer,
Enfer, c'est bien cela, l'endroit maudit où règne le feu, intérieur et extérieur. Mais il ne faut pas y aller, la religion nous le dit, elle nous l'interdit. Mais interdit, c'est inter et dit. Dit ce qui est inter, ce qui est entre, dit ce qui est entre, mais pas ce qui est ailleurs. Donc peut-être pour ne pas découvrir ce qu'est ce véritable feu ou ce véritable fer. Il nous cache quelque chose en fait, c'est certain. On touche au but. D'ailleurs, c'est en chauffant le fer au feu qu'on obtient les objets voulus. Aucune autre voie n'est possible. Alors oui, le fer est donc pavé de bonnes inventions, comme l'enfer pavé de bonnes intentions. Je viens de vous le démontrer. Alors maintenant, quand on parle de fer, le premier objet qui nous vient à l'esprit, c'est le clou, les clous en fer. Les clous en fer, ce sont bien ces éléments qui ont fixé Jésus sur sa croix, pour ensuite que son feu intérieur renaisse et revienne à la vie. Le fer l'a cloué sur place, littéralement, premier au deuxième degré, pareil, descendu dans la caverne, puis remonté dans les cieux pour redescendre sur terre. Encore une fois, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, etc. Le fer et le feu sont les clés de tout cela. Bon, c'est un peu religieux là, mais bon, j'en parle que comme une histoire. Je vous rassure, je n'ai pas d'action chez Jésus Land, je vous rassure. Donc Jésus qui meurt sur la croix avec les clous en fer qui le fixent, pour ensuite rejaillir comme un miracle. Et là aussi, nous sommes, en dehors de la religion, dans l'alchimie la plus pratique, la plus matérielle. Dans le sens où la réalisation de la pierre philosophale, sa fabrication en fait, pour la voie dite la voie sèche, la tradition, si on peut appeler ça comme ça, c'est de mettre au feu la matière première, le dragon, avec du fer, pour en faire jaillir l'étoile du compost. Regardez, écoutez ce petit extrait issu d'un reportage, vous verrez notamment Patrick Rivière. Écoutez bien, vous verrez. On voit donc ce dragon qui est pulvérisé dans le mortier. Et pour attaquer ce dragon, il va falloir, dans le feu, y adjoindre la lance du chevalier, qui elle-même est réduite en poudre. Et y adjoindre l'élément spirituel, c'est-à-dire les deux sels. À la troisième purification qui clôture le premier œuvre, c'est enfin l'obtention de l'étoile de Compostelle, ou étoile des philosophes. Voici l'étoile de Compostelle, l'étoile du compost. La Vierge Noire s'est transformée en Vierge Blanche. C'est l'aube naissante, la lumière, la licorne. Alors, enfer ou enfer? La langue des oiseaux est notre guide le plus précieux, car près des cieux. Crucifixion, alchimie, fer et feu, vous voyez la piste? Tout est code, tout est clé. Pas de hasard. Il suffit de trouver la bonne porte. Le fer est donc un feu fixe. Pas de doute. Mais pour en faire quoi? Et d'où vient-il réellement? C'est donc en enfer que se cache le plus beau des trésors. Il n'y a pas de doute. C'est au plus profond des ténèbres que la lumière est la plus brillante. Parlons un peu maintenant de symboles. Des choses bizarres là aussi. Le symbole du fer, bon, vous pouvez voir, vous pouvez chercher, pareil, j'invente rien, c'est un rond avec une flèche
partant vers le nord-est. Et c'est exactement le même symbole que l'homme. Pareil. Et celui de la femme, le rond, avec une croix partant vers le bas, ben c'est le même que le cuivre, pareil. Étrange, hein? Le fer, rigide, droit, inflexible, c'est l'homme. Et le cuivre, plus doux, flexible, souple, c'est la femme. Le fer d'ailleurs est appelé Mars. Il était symbolisé par ce dieu de la guerre, Mars, et par cette planète qui porte le même nom, Mars aussi. Et pour la femme, le cuivre, c'est la planète Jupiter, avec la déesse Vénus, déesse de l'amour, de la beauté. Donc le fer est lié au cuivre, comme Mars est lié à Jupiter, comme l'homme est lié à la femme. Tout cela pour accomplir les miracles d'une seule chose, d'une chose unique, d'une chose alchimique. Et donc ensemble, ils sont potentiellement capables de créer des trésors immenses. Tout est clair et tout s'éclaire. Tout est logique. Comme l'homme et la femme engendrent leur petit enfant roi, le fer et le cuivre, associés aux planètes Mars et Jupiter, peuvent créer un autre élément roi, un élément parfait, incorruptible. L'or, bien évidemment. Le métal parfait par excellence. Alors j'ai fait l'expérience, sous le signe du lion, avec les bonnes proportions, hein, quelques feux secrets, et on obtient ce précieux métal, couleur soleil, car près des cieux. Donc voilà l'image, sans trucage, sans filtre, sans retouche, et un petit zoom sur l'or qui surnage en surface. Bon, résumons un peu tout cela. Je vous en ai dévoilé déjà beaucoup, et il en reste encore pas mal. Le fer est lié au feu, il n'y a aucun doute maintenant. Le fer est en quelque sorte un feu solide. Je vous l'ai presque démontré. Un feu capable de créer des merveilles, des trésors, jusqu'à la pierre philosophale, et même l'or. Jésus crucifié par les clous sur la croix en est une image, et la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste nous le dit très clairement là aussi. Le fer, seule arme capable de terrasser le dragon pour accéder au trésor, ce n'est pas qu'un petit conte pour enfants. Oui, exactement comme l'hydre mythologique à 9 têtes, qui ne peut se vaincre que par le fer et par le feu. Continuons sur le signe du feu. Quel est son principal ennemi et destructeur? L'eau. Et le fer, quel est son principal ennemi? Lui aussi, l'eau. Pareil, hein. En effet, le fer rouille, je ne reprends rien. Hein. Il s'oxyde avec l'eau. Il s'oxyde, il s'oxy. Il meurt donc. Comme l'eau éteint le feu. Donc l'eau détruit le fer comme il détruit le feu. Pareil. Bizarre, non? Ça renforce cette idée que le fer et le feu sont identiques. Que le fer est un feu solide, comme je vous l'ai déjà dit, et que l'eau en est un ennemi commun, au sens où il est détruit. Une preuve de plus. Même les couleurs sont les mêmes. Hein. Le feu, du blanc, très blanc quand il est très chaud, au rouge quand il commence à jaillir. Et le fer, c'est pareil. Hein. Éteint à température ambiante, il est rouge, et quand il chauffe, il devient presque blanc. Pareil, regardez, hein, c'est dingue. Hein. Encore une similitude. Voilà, vous me direz, oui, il ne peut pas y avoir tant de coïncidences.
Et finalement, ces couleurs, c'est du blanc au rouge, leur point commun, c'est le soleil qui exprime toutes ces couleurs. Alors encore un point un peu étrange entre le fer, le feu et puis l'eau. L'eau provient du ciel, la pluie et tombe sur terre. Le feu, lui, naît de la terre et monte au plus haut. C'est l'inverse, on l'a vu. Et quand on parle de paradis et d'enfer, eh bien c'est la même chose. Le paradis, on le dit bien, c'est l'au-delà, lié à l'eau donc, mais en haut, l'eau dans le ciel, comme l'eau physique qui provient du haut et qui tombe en bas. Et l'enfer, c'est l'inverse. Il est lié au feu, il est en bas, dans les entrailles de la terre, et il monte rechercher les âmes impures. On a un petit peu les deux extrêmes, c'est bizarre, vous voyez, ce lien aussi entre l'eau et le feu. Ils sont quasiment opposés, mais liés. Et en fait, et le point commun finalement, celui qui est au milieu, le miracle en fait, le fer, lui, physique, il est à la fois en haut et en bas. On l'a vu, on ne répète pas. Il provient des météorites et il se trouve dans le noyau, dans les mines. L'eau le détruit, le remet en terre donc, et le feu provoque sa fusion et le pousse en haut. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Le fer. Pas de doute, par l'eau et le feu, c'est une clé. Et comme on l'a vu quelque temps avant, les nombres magiques phi et pi en sont des codes. Alors si on change un peu de registre, en restant sur le fer bien sûr, on s'aperçoit qu'il fait partie d'un cycle spécial à plusieurs niveaux. Dans la classification des métaux, bien avant Mendeleïev, les premiers chimistes, le fer est le dernier, le plus imparfait des métaux. Alors dernier ou premier, suivant dans quel sens on part, et au sens où il est le plus corruptible par l'eau, le plus oxydable, en fait. Et si on prend l'autre extrémité, comme on l'a vu aussi, le plus incorruptible, le métal le plus parfait, c'est l'or. Totalement inoxydable, indestructible ni par l'eau, ni par le temps. Et le fer, donc, en fait, là, on voit bien, il est pas au milieu, mais il est au début de l'évolution des métaux sur Terre, sur le chemin de l'or. C'est le début d'un cycle. Il est sur le début du chemin. On retrouve un peu là aussi le fer qui symbolise, entre guillemets, les clous en fer qui maintenaient Jésus sur la croix et qui se sont transformés, là aussi avec plein de guillemets, en couronne, en or, en redescendant sur terre pour apporter sa lumière, qui est finalement un peu le Graal. Alors, on reste dans le même registre, mais en passant à la chimie. En chimie nucléaire, la science actuelle nous dit que l'atome de fer a cette particularité qu'il se situe en bout de toute réaction, que ce soit fusion ou fission. Aucun autre élément présent sur Terre n'a cette spécificité très particulière. Je vous rassure, je vais vous expliquer tout cela simplement. En gros, la fusion nucléaire, vous avez à droite, c'est quand deux atomes se rencontrent lors d'un choc pour n'en former plus qu'un. Alors, tout commence par celui qui possède le plus petit nombre d'électrons. Le plus petit, c'est l'hydrogène, qui est classé 1 dans le tableau périodique des éléments. Deux atomes d'hydrogène peuvent donc former un atome d'hélium, numéro 2, avec énormément d'énergie, bien sûr. Et tout cela de boucle en boucle, l'hélium qui va se combiner avec d'autres, jusqu'à arriver à des atomes un peu plus gros, et jusqu'à l'atome de fer qui ne peut plus fusionner avec d'autres par manque de stabilité. Ce sont ces réactions-là, donc de fusion, qui se passent sur le Soleil, encore aujourd'hui. Bizarre ? Bon.
Et dans l'autre sens, c'est pareil finalement. La fission nucléaire, alors c'est l'inverse là. On part d'un gros atome, l'uranium, par exemple, là, dans les centrales nucléaires, en fait, c'est ça, hein, et il est divisé en deux, donc il se scinde en deux lorsqu'il rencontre un élément simple, de type neutron ou proton, mais là aussi avec une production énorme d'énergie. Et bon, comme je disais, c'est cette réaction qui est utilisée pour l'électricité dite nucléaire dans les centrales nucléaires aujourd'hui. Hein. Et de boucle en boucle, là aussi, ces atomes peuvent se diviser encore et encore jusqu'à un certain atome, le fer, indivisible. Et le fer est donc ici à la fin de tous les cycles nucléaires, quels qu'ils soient, fusion ou fission. Cette courbe-là, c'est une courbe scientifique qui représente un petit peu ce schéma-là, hein, c'est clair, ce qu'on appelle la courbe d'Aston. Alors, allez voir sur Internet, hein, vous verrez, hein, ils indiquent le fer, qui est donc à la fin de la fusion, à la fin de la fission. Vous pouvez voir, aucun problème. Et le Soleil, donc du coup, il est encore présent là aussi. Hein. Il est indispensable donc pour faire ce que nous dit la table d'émeraude, les miracles d'une seule chose. C'est en quelque sorte un catalyseur. Donc en fait, en y réfléchissant un petit peu, on pourrait imaginer une planète, il y a des milliards d'années, qui aurait subi des désastres nucléaires irréversibles dans tous les sens, de type fusion, fission. Et ces réactions auraient tout détruit par le feu, avec des températures immenses, jusqu'à la fin. Le fer, donc, qui aurait formé le noyau de la Terre actuelle, et qui aurait formé aussi les nappes de pétrole issues de la carbonisation de toutes choses qui se seraient trouvées sur cette planète. Et nous récoltons aujourd'hui les restes de tout cela. Une planète qui aurait pour noyau le fer en fusion et des nappes de pétrole par milliards de tonnes, voilà, c'est bien notre planète. Ça s'explique. Alors bien sûr, hein, vous ne verrez pas cette explication ailleurs que dans ma vidéo, mais bon, pourquoi pas. Alors quand on entend que l'on continue à développer les réactions nucléaires malgré les catastrophes aujourd'hui, et que l'on extirpe le pétrole des nappes, eh bien finalement c'est voler le sang de la Terre, ainsi que ses poumons. Et ça signifie aussi que tout va recommencer. Pas de doute. C'est l'Apocalypse, finalement, tel qu'il a été écrit, décrit, précisé clairement, et dans de nombreuses civilisations, partout. Hein. Et pourtant, les signes nous préviennent, nous ont prévenus et continuent à nous prévenir, comme l'incendie de Notre-Dame de Paris en avril 2019. Hein? Alors vous me direz, qu'est-ce qu'il raconte là? Quel est le lien? Allez voir mes vidéos sur l'incendie. Vous allez sur ma chaîne, vous cherchez, vous allez trouver. Il y a une grande série, et qui est encore en cours. Et vous comprendrez. Alors finalement, s'amuser avec le nucléaire, c'est jouer avec le feu, au propre comme au figuré. Il ne faut donc pas laisser faire, il ne faut pas laisser faire, il ne faut pas Lucifer. Tout est écrit et tout est codé. Il suffit de creuser, de chercher et on tombe. Un petit peu l'aide de la langue des oiseaux, un peu d'ouverture d'esprit, on réfléchit, et puis voilà. Après, chacun pense ce qu'il veut. En tout cas, le fer est donc à la fois un tout début du cycle des métaux et une toute fin de toute réaction nucléaire. Mais cette fin est aussi un début, un nouveau début. Et là, on revient encore une fois à la crucifixion de Jésus qui ressuscite, qui revient, mais aussi du phénix qui renaît de ses cendres. En alchimie, c'est le dragon écailleux, terrassé par Saint Michel, qui le met en terre, il ne le tue pas, hein, il le met en terre, il le terrasse. Et ce dragon nous dévoile son étoile flamboyante.
C'est l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. La fin n'est qu'un début, la mort et la vie, cycle sans fin. La mort est une vie, la vie est une mort. L'alchimie est bien là, spirituelle mais même matérielle. Et encore une fois, pas de pierre sans le fer, et ne pas s'en faire. Allez, encore une petite synthèse de ce que je vous ai dit et montré sur ce métal particulier, là, vous en conviendrez quand même. L'eau le détruit et le pousse en enfer, et le feu le réveille et le monte dans l'au-delà. Il est à la fois la fin d'un cycle, de l'évolution de toute chose sur Terre, mais aussi le début d'une autre ère, finalement, et qui va l'emmener au stade de la perfection, de l'or. Il peut être froid comme les glaciers les plus froids, et chaud, encore plus chaud que les braises de l'enfer. Mais encore une fois, il n'y a pas de doute, il est une clé pour la réalisation de la pierre philosophale, un ingrédient indispensable pour fixer le volatile avec le feu et le soleil. Il suffit d'avoir la foi, la vraie. Au passage, vous connaissez cet organe du corps qui assure le transport, la régulation et qui contient le plus de fer? C'est le foie, ma foi. Alors voilà, donc en conclusion, le fer, c'est une sorte de feu solide. Ce n'est pas une clé finalement, mais c'est la clé, celle qui ouvre les portes en fer, les portes d'enfer, du paradis de Saint-Pierre, de la Sainte-Pierre, de la pierre. Il porte en lui une énergie immense, une force. C'est cette force magnétique, finalement que personne n'a encore compris d'où elle tire son origine. Il contient donc en lui un feu, cette force, c'est le feu secret issu de l'énergie du monde, ou des mondes, du nôtre, terrestre, mais aussi extraterrestre. Alors continuons encore avec un peu de numérologie. Donc j'aime bien le faire dans toutes mes vidéos, je vous rassure. C'est pas des maths du niveau maths P, ça va aller. Le numéro atomique du fer dans la classification périodique des éléments dite de Mendeleïev, c'est le 26. C'est le nombre d'électrons en fait. Et le nom, c'est Fe, feu, du fer. Feu, vous voyez, déjà, on le retrouve. Hein. Mais bon, restons sur 26. 26, déjà, tout d'abord, c'est le nombre de lettres dans notre alphabet. Si le dictionnaire était un atome, c'est le fer qui le représenterait le mieux, donc. Et mathématiquement, 26, c'est entre 25 et 27. Bon, on dirait, ok, sympa, le type. A priori, rien de particulier. Si ce n'est que 25, c'est 5 fois 5. Un carré, symbole de la surface, de ce qui est en bas, plat, sans hauteur, sans dimension verticale. 5 fois 5, la quintessence des 5 éléments pour n'en former plus qu'un, le 5e élément à l'origine de tout. Et 27 27, c'est 3 fois 3 fois 3. Le cube parfait, symbole de la perfection, du volume, de la hauteur, de ce qui est en haut donc. Les 3 principes alchimiques réunis pour monter au ciel, le cube, la pierre. Donc 26, donc ce lien entre ce qui est en bas, 25, et ce qui est en haut, 27. Il est, encore une fois, ce miracle décrit dans la table d'émeraude. Mathématiquement, ça colle. Coïncidence? Oui, bien sûr. Hein. Encore une fois. Eh bien, sachez qu'il n'existe aucun autre nombre connu qui se situe exactement entre un carré et un cube. Il n'y a que 26. Et si on continue encore, 26 c'est 2 fois 13. Bon, 13, c'est déjà pas un nombre comme les autres, je ne vais pas en parler parce que sinon ça pourrait durer des heures. Mais 13 pour moi, c'est parce que 26 on avait dit que c'était le
le numéro atomique du fer. Alors si on reste dans le numéro atomique, 13, alors j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais 13, c'est le numéro de l'aluminium. Alors aluminium, le symbole Al. Al, hein. Bien, Al c'est bien Dieu, hein, en arabe. Hein. Et l'aluminium, c'est le plus lumineux de tous les métaux. Et donc le fer, entre ce qui est en bas et ce qui est en haut, entre le carré et le cube, c'est 2 fois Al, Al, Al. C'est le dieu des dieux, chimiquement. Alors si on continue, on regarde maintenant avec la somme guématrique. Vous savez, quand on associe un nombre à une lettre, A égale 1, B égale 2, etc. Le plus simple décodage, il peut en exister, mais ça c'est le plus simple. Hein. Fer, qu'est-ce que ça donne? Fer, F, E, R, F, donc 6 plus 5 plus 18, ça fait 29. Bon, ok, 29, il est gentil. Qu'est-ce que c'est 29? Cherchez par vous-même aussi. Hein. Je vais vous donner quelques petites remarques troublantes par rapport à 29. Alors déjà, avant on était sur le tableau périodique des éléments, avec le nombre d'électrons dans des trucs carrés, sérieux. Hein. Alors 29, c'est le numéro atomique. De quel élément? Voici la table. Regardons, c'est le cuivre. On a déjà vu, hein, le cuivre lié au fer pour créer l'or. Bizarre, hein, non? Bon, bien sûr. Le fer lié au cuivre comme l'homme est lié à la femme, comme le soleil est lié à la lune, etc. etc. Le soleil lié à la lune. D'ailleurs, 29, au passage, c'est le nombre de jours moyens d'une période lunaire. Bizarre, non? 29, hein, c'est 29. J'invente rien, vous pouvez trouver tout ça, encore une fois, sans difficulté. Et la lune, c'est symbole de la femme, hein. Comme le soleil est le symbole de l'homme. Le soleil est son père, la lune est sa mère. C'est exactement ce que nous dit, encore une fois, la table d'émeraude. Allez l'écouter entièrement, d'ailleurs, j'en ai une vidéo où vous l'avez entièrement. Une des traductions, parce qu'il en existe plusieurs, mais la plus connue, la plus, on va dire, utilisée, c'est celle que j'ai dans ma vidéo. Alors, dernier point, 29, département. Alors, les Bretons le connaissent, hein. C'est le Finistère, hein, 29. Littéralement, Finistère, la fin de la terre. La fin de la terre. On a déjà vu aussi, là, non? C'est bizarre, hein. C'est ça que j'ai mis ça, parce que c'est un peu troublant, quand même. La fin du monde due aux manipulations nucléaires, là où un seul élément restera, le fer. Bon, on va arrêter là avec les nombres, mais quand même, hein, vous voyez, quand on creuse, on tombe sur des choses magnifiques. Je suis sûr que si vous cherchez aussi par vous-même, vous allez en trouver encore plein d'autres choses. On pourrait faire une vidéo de 10 heures, c'est sûr. Là, j'ai fait une petite synthèse d'un petit peu tout ce que j'ai trouvé, mais à chaque fois, je trouve toujours des choses nouvelles. C'est magique. Et toujours, on retombe sur l'alchimie, la pierre philosophale, l'or. C'est quand même bizarre. Non, c'est pas bizarre. Alors voilà, donc finalement, le fer porte en lui des trésors. Matériellement et spirituellement, c'est des richesses d'une valeur immense. Et le fer, c'est peut-être le seul élément qui était là au début de tout et qui restera donc lorsque tout le reste aura disparu. Vous voyez, hein, chimiquement, physiquement, mathématiquement, historiquement, par les lettres, les nombres, même les expressions, tout va dans la même direction. La voie hermétique, la voie alchimique. Il suffit d'aller vers son grand portail et de trouver les bonnes clés pour accéder à la lumière et ainsi transcender le haut et le bas, l'enfer et le paradis, pour l'or, matériel et spirituel. Le vrai or, hein, pas l'or vulgaire des bijoux d'apparence, mais l'or qui est en nous, au fond de nous,
au plus profond de nos ténèbres intimes. C'est ce que la langue des oiseaux nous explique très clairement. Et j'espère que je vous ai convaincu. Merci. À bientôt.